Ce mur, c'est le mur de la cuisine de mon père. Tout son univers était sur son mur. Oui, c'était bien là-haut, son atelier. Là, cette fenêtre. Je me souviens d'un petit bonhomme avec un regard de malice. Et c'était vraiment très chaleureux, quoi. C'est vraiment comme une petite flamme dans une belle cheminée. Un beau vieillard avec un joli petit clown à l'intérieur. Je suis né à Gomel, petit village de Lettonie, en 1892 dans un paysage de steppe. J'allais en classe en patin à glace sur la rivière souvent gelée. Au début, il y eut une violente opposition familiale à mes goûts précoces pour la peinture. J'ai fait de nombreuses copies, notamment des œuvres du peintre officiel russe Lévitan, pour réunir le maigre pécule qui me permit d'aller à Vilna avec mon seul véritable ami, Soutine. Mon père est donc né en Biélorussie. Il était donc litvak et il a fait, après le gymnase, il est parti avec Soutine à Vilna, qu'on appelle Vilnius maintenant pour l'école des beaux-arts. Et après leurs études à l'école des beaux-arts, ils ont décidé tous les deux de venir à Paris, qui à cette époque était la capitale des arts, et la France était leur but ultime. Année 1913. Soutine compte ses 20 ans. Bonjour Paris, salut l'ami. Nos rêves commencent à se réaliser. Nous sommes à la ruche. La ruche, effarante bâtisse, borgne et maternelle. La ruche, une grande cité, sorte de pension pour artistes dans la misère. Le loyer de mon atelier était de 30 francs par trimestre, que je payais quand je pouvais. Le château des brouillards, comme l'appelait Valdemar Georges. La vie n'était pas facile, mais nous étions jeunes, alors ça s'oubliait vite. Chagall, installé devant son atelier, à côté du mien, m'impressionnait beaucoup avec sa palette qu'il tenait d'une main de 20 doigts. À chaque étage, il y avait une petite plateforme où était la fontaine. Je voyais chaque jour une polonaise venir prendre de l'eau, avec toujours la même robe déchirée dans le dos, qui laissait entrevoir ses rondeurs. La ruche était un phalanstère d'artistes. Il y avait des gens qui gagnaient leur vie comme comptables ou autres, comme M. Ostroun. Et là, on s'entraidait énormément. Et Mme Ostroun faisait des boulettes de viande pour tous les gens qui avaient faim. On ne voyait pas la misère. On ne voyait que le paradis qui était la rue. La rue, c'était un jardin plein de fleurs, plein d'arbres, plein de sculptures, où on pouvait jouer à cache-cache, on pouvait... C'était un paradis de monts et merveilles, vraiment, la ruche. À la ruche, avec Soutine, ils ont crevé de faim. Le matin, la pièce était remplie de punaises. Et chaque matin, ils ramassaient les punaises avec l'eau qu'ils passaient au sol. La ruche n'était pas une partie de plaisir tous les jours. Aujourd'hui, on la romantise, mais c'était un lieu de pauvreté et où les artistes se débattaient dans des difficultés inouïes. Nous mangions peu et travaillions beaucoup à l'école des beaux-arts, à l'atelier du peintre Cormon, qui vit passer tant de gloire chez lui. Notre drapeau était l'art, et notre admiration allait à Gustave Courbet. La plupart du temps, à cette époque, je travaillais à Clamart, où j'avais loué une chambre avec Soutine et Modigliani. Son ami, Jeanne et Buterne, venaient souvent nous voir. Ils restaient tous deux très discrets sur leur amour, que je savais immense.
Et régulièrement, l'un de nous se dévouait pour porter quelques toiles au marchand Chéron et revenait partager l'argent, à moins que Meudy n'ait cru bon de le boire en route. À la fin de la journée, nous retournions à la rotonde, à la rencontre du miracle qui se matérialisait dans l'encouragement de Meudy pour notre art. C'était délicieux. La rotonde était un petit café qui est devenu grand, comme nous tous. J'ai rencontré Kikoï dans la rotonde. Il était rose, il était souriant, il a une couleur d'un Falstaff. Au fond, tous ces peintres lituaniens, comme Kikoï, Crémeni, Souti, ça c'était la Troïka à Montparnasse. À cette époque-là, la rotonde était pleine des émigrés. D'abord, il y avait beaucoup d'émigrés russes qui ont parlé. Tout de suite, j'ai trouvé ma langue maternelle enfin, à la rotonde. On a eu des Chinois, des Japonais. Ça, c'était un mélange énorme de nationalités. C'était la Ligue des Nations à cette époque-là. Avec des gens pleins d'espoir, des gens pleins d'enthousiasme. Et ça sentait la peinture. Tout cela n'était pas triste. Les jeunes artistes manquaient du nécessaire, mais malgré la misère, l'enthousiasme pour notre art, notre imagination et notre foi en l'avenir nous faisaient oublier ce manque du nécessaire. On pouvait compter sur les doigts d'une main les galeries d'art qui nous achetaient, peut-être 3 ou 4. Il y avait les tailleurs qui nous exposaient, parfois dans leur vitrine, un antiquaire qui de temps en temps prenait une toile. Nous restions souvent dans les cafés pendant 12 heures à attendre quelqu'un qui allait nous prêter quelque argent. Au hasard des consommations, j'y ai connu des Américains. Ils arrivaient pour rencontrer les artistes dans les cafés, alors on faisait connaissance. Des fois, on pouvait leur vendre un tableau, toujours le hasard. Le destin d'un homme dépend souvent du bistrot dans lequel il entre, et s'il tourne à droite ou à gauche. Ces cafés-là, ça c'était comme une église, comme une synagogue, comme une chose talmudique pour les juifs qui sont venus des ghettos presque. Il y avait à l'époque 2 grandes tendances qui régnaient. Il y avait la peinture abstraite, qui était née en Russie, en Hollande, avec les peintres abstraits les premiers, n'est-ce pas, comme Malevich, Mondrian et autres. Et puis, il y avait en même temps l'expressionnisme, il y avait les fauves qui subsistaient encore, il y avait le surréalisme. Il y avait plusieurs tendances à l'époque. Mon père a choisi, lui, de continuer la tradition cézannienne avec ses amis d'école de Paris. Les peintres juifs, ils ont quitté la Russie, qui était menacée par les pogroms, par la persécution, ils ont eu des problèmes. Il y avait des choses politiques et ensuite la chose religieuse. Pour moi, l'école de Paris, c'est essentiellement des peintres juifs d'Europe centrale, de Russie, de Pologne, de Bulgarie. Pasquine, Soutine, Crémeigne, mon père, Pailès, Tchernievski, enfin, voilà, c'est ça, l'école de Paris, au sens strict du mot. L'image des dieux n'était pas permise, mais les peintres ont trouvé leur dieu dans la peinture. Malgré une certaine mystique, mes parents n'étaient pas vraiment religieux. Ils faisaient plutôt de la... Enfin, ils avaient un esprit plutôt politique. En Russie, ils faisaient partie du Bund. Et à Paris, sur son passeport, les Français avaient écrit « bolchevique non dangereux ». J'étais moi-même inquiet et me demandais vers quel dieu j'allais prier. Mais comme il y a un dieu pour les artistes, il m'a sauvegardé. L'art se présente sous 1000 faces et parmi toutes les expériences que l'on peut faire, abstraites ou figuratives, il faut analyser et transformer les formes de la nature, passer au crible de sa propre intelligence et de son sentiment intime. Il existe quelque part en Bourgogne un petit coin béni de Dieu. Une maisonnette toute grise cachée par une masse d'abricotiers, de peupliers couleur vert anglais, qui sont d'une hauteur extraordinaire et qui s'harmonisent si bien avec le ciel bleu. Ma maison est devenue mon atelier. En été, mes camarades Soutine, Crémeigne, Morgan Roussel, Rickman, Pailès, Brenner tombent du ciel et s'installent en maître sur cette terre heureuse. Sous l'œil amusé des Bourguignons, j'arpente collines et plaines, armé jusqu'aux dents avec toile, pinceau et couleurs.
ça a été une période assez heureuse. J'ai un tableau à la maison qui représente la sieste après le déjeuner dans une petite forêt, parce que nous déjeunions chez Bouquigny, qui était une auberge extraordinaire. Bouquigny était le grand chasseur, pêcheur, ramasseur de champignons, de truffes et d'autres bonnes choses. Une rivière fraîche coule le long du village et mélodieuse comme le serpent glisse dans la plaine. Les jeunes filles posent pour moi au bord de la rivière, je les paie avec de la limonade et des bonbons. Elles sont contentes et les jours passent vite. Trop vite car on est toujours dans l'attente d'un miracle. Il va commencer à pleuvoir. Une image de jolie fille me traverse l'esprit. Il était terrible pour la pause. Même si vous aviez un rendez-vous, vous ne pouviez pas partir. Quelquefois, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'avais laissé un flirt à la Fontaine Médicis en train de m'attendre. Et lui, il ne marchait pas. Il a même acheté un piano pour faire pour nous peindre, moi au piano, mon frère au violon, ce qui nous a beaucoup abîmé les oreilles à cette époque. Je n'ai jamais posé près de ce piano qui appartenait à mon grand-père. Par contre, mon père et ma tante ont beaucoup posé. Il y a eu beaucoup de ses œuvres de leçons de piano avec ou sans professeur. Par contre, moi, j'ai posé parfois pour des portraits et puis aussi pour terminer des tableaux qui n'avaient pas été achevés parce que le modèle était absent et entre autres une fois pour des genoux. Grand-père voulait parfois que je pose nue, mais j'ai toujours refusé. Je posais pour lui comme l'enfant de la famille obligé de poser pour le père ou le grand-père. Et il m'installait toujours dans la caisse à charbon pour garder la moitié de la lumière de la fenêtre et l'autre moitié l'ombre absolue. Et je restais là des heures comme ça et j'assistais à un film. Le film, c'était lui. Il chantait, presque faisait des pas de danse. Il partait dans le monde qu'il voulait créer, dans son œuvre, dans son tableau, et puis il m'oubliait. Il était à la fois tendre et dur, sévère. En tous les cas, pour les poses, je me souviens qu'il était exactement comme Cézanne, qui disait à ses modèles qu'une pomme, ça ne bouge pas, pourquoi bougez-vous vous? Et alors nous, c'était exactement la même chose, on nous sortait toujours l'antienne de Cézanne à propos de la pomme. Kikoïne avait envie de peindre une nature morte, et sa fille lui a apporté un faisan. Et donc il installe sa nature morte, il s'enferme, il travaille, le temps passe. Un après-midi, il vient frapper à notre porte en disant « Nous allons manger, nous régaler. Vous allez nous préparer ce faisan, Madame Kramer, dit-il. » Et ma femme, à la vue du faisan, a eu un petit peu peur parce qu'elle me disait « Ça bouge un peu sous les plumes. » Et en cachette de Michel Kikoïne, nous sommes allés acheter un faisan du jour. Et le soir, au cours du dîner, il nous a dit « Vous voyez qu'il était bon, mon faisan ?» Pour beaucoup d'artistes, évidemment, la réussite d'un tableau ou d'un moment qui se passe, où la peinture marche bien, on a tendance à le manifester d'une façon ou d'une autre. Lui, mon père, il manifestait en chantant. La mise arrive, la li la li la la li la li la li la. Lila, lila, la. Lorsqu'on savait, ma sœur et moi, qu'on entendait chanter en peignant, on savait qu'on pouvait sortir de nos cachettes et venir se remontrer, parce que c'est que la séance avait été excellente. La chaleur, l'amour vrai qu'on met dans son travail, aide à découvrir des sources inattendues. Me promenant en ville, je rencontre de jolies femmes. Je cherche toujours le type de femme que j'aimerais peindre. Et machinalement, elle se retrouvera dans ma peinture. Dire qu'il aimait la société des femmes, c'est un euphémisme. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était un chaud lapin.
Mais enfin, il était clair que la beauté des femmes enflammait l'artiste et charmait l'homme, à moins que ce ne soit à l'inverse. La couleur doit être veloutée avec distinction comme lorsque tu suces une pêche. Il est très difficile de parler de son travail. Je cherche toujours le choc, quelque chose qui me parle pour trouver l'enthousiasme. Ensuite, il faut chercher sa place, parce qu'il y a plusieurs coins, plusieurs poses, plusieurs points de vue. Et après commence le plus difficile. Chercher en soi-même. S'exprimer. Il commençait au crayon, il continuait avec la peinture à l'huile, avec un crayon de couleur, finissait avec la gouache et encore la peinture à l'huile. Enfin, il y a les peintures, surtout, il y a tous les ingrédients possibles, imaginables. Alors des fois, on s'y perd, on ne sait pas si on a affaire à une gouache qui n'est pas tout à fait une peinture à l'huile ou une huile qui n'est pas tout à fait encore une gouache. Enfin, ça fait rien, il n'était pas limité. La technique ne le limitait pas du tout. On ne pouvait jamais prévoir, même si le paysage s'est succédé pendant des années, parce que souvent, il faisait des séries de paysages ou des séries de même nature morte. Tout d'un coup, il sortait les pigments de la peinture, ou tout d'un coup, il couvrait ça avec le pastel. Il y avait cette liberté pour laquelle lui ou les autres artistes de cette école de Paris aspiraient. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait terminer sa signature avec les crayons Bic. C'était presque une folie poétique, on peut dire. Le réalisme vrai en art, c'est la volonté d'exécution. Le reste n'est que spéculation du métier, délicatesse de sentiment. Rembrandt, n'est-ce pas, c'est autre chose. C'est plus grand, ça dépasse la peinture. Il y en avait partout, des fiancées juives. Dans les tiroirs, sur les murs. Il avait non seulement pour Rembrandt, mais qui était vraiment son grand homme, il admirait aussi Zurbaran, qu'il avait découvert aussi au musée du Louvre. Et parmi les peintres plus près de nous, Courbet. Courbet et ensuite Cézanne. C'était la grande trilogie. Rembrandt, Courbet, Cézanne. Cézanne a fermé la fenêtre que tout le monde admirait chez les impressionnistes. Il a trouvé que la fenêtre était trop ouverte. Il l'a fermée et il a gardé seulement le charme. Il a créé un Cézanne. Il en devient surréaliste tellement il est vrai. Il y avait une ambiance rouge, une ambiance verte. C'était l'ensemble pour la composition, mais dans cette composition, il s'était passé beaucoup d'autres choses. C'était encore décomposé en plusieurs couleurs. Donc, la couleur générale de l'ambiance était verte, mais enfin ce vert était composé des bleus, des rouges, des gris, etc. Ça, c'est une chose fantastique. Quand on cerne le contour, il est nécessaire de trouver un ton intermédiaire, rouge foncé ou bleu ou autre. Cela dépend du ton général. Et dessus tout, seulement le noir. Alors le noir paraîtra transparent. Son côté gestuel dans la peinture était très important, mais en fait son geste, c'était son propre dessin. Donc, il faisait un geste libre. Il y a une très grande conception abstraite de la composition des peintures. On voit ça surtout dans ce collage qu'il a fait à la fin de sa vie. C'était un peintre qui sortait tout de lui par n'importe quel moyen, et entre autres par la touche des personnes. Alors il touchait les personnes comme il touchait les crayons ou la peinture. La première qualité d'un peintre, c'est de frapper. Caresser la touche, mais trouver l'expression qui frappe. Ma manière est très simple. Je me mets en colère contre moi-même, ou alors, si j'ai ma femme de ménage, ça va mieux. Je me mets en colère contre elle. Comme Balzac qui buvait du café toute la nuit, pour le travail, il faut un excitant. Je crois qu'il était un personnage simple, direct, certes, mais beaucoup plus profond que cela. Il y avait chez lui, comme cette faculté de colère, il y avait chez lui un arrière-plan derrière les sourires qu'il multipliait facilement. Il y avait un arrière-plan beaucoup plus dur et beaucoup plus sombre, une inquiétude de la cruauté du monde, de la bassesse environnante, la peur de manquer, certes, mais aussi l'angoisse de la guerre. La guerre est arrivée et grand-père de nouveau s'est senti juif en France. Un jour, Kikoïne
va voir mon père et lui demande « Hector, comment trouves-tu la cravate? Elle va bien avec l'étoile ?» C'était après l'entrée des Allemands. C'était déjà l'occupation allemande à Paris. Et tous les Juifs devaient porter leur étoile. Et le soir même, il y allait y avoir une manifestation des Juifs rue de la Paix, où Kikoïne est allé. Il a d'ailleurs eu une grosse discussion avec Soutine, parce que Soutine disait « il ne faut pas y aller ». Et Kikoïne disait « mais moi, je suis fier d'être juif, et pourquoi vais-je me cacher ?» Dans l'existence de la famille, il y a eu un moment délicat, mais pas seulement pour nous. Comme l'atelier avait une verrière, mon père était un peu préoccupé que des voisins puissent voir qu'ils écoutent la radio. Évidemment, le soir, quand on écoutait la radio, c'était pour écouter Radio Londres. Alors, il faut imaginer la scène. Soutine, Kikoïne et mon père, sous les draps de lit avec la radio, en train de chercher Radio Londres pour écouter les informations. Et alors, tout à coup, Kikoïne commençait à parler de Rembrandt. Soutine soutenait que Rembrandt était juif. Maintenant, tout le monde le sait, mais il est possible qu'à l'époque, ce n'était pas une certitude. Alors c'est quand même amusant de penser, Soutine, Kikoïne, les trois, attendant Radio Londres et parlant de Rembrandt. On a trouvé par miracle à s'installer à Toulouse. Là, un second miracle, j'ai inventé le mariage, mon premier, ce qui a fait venir mes parents, alors que mon père portait déjà l'étoile jaune. Maman me racontait qu'elle avait été volée dans une église des certificats de baptême ainsi que le cachet du curé pour leur faire officiellement de vrais certificats de baptême. Il a eu beaucoup de chance, Kikoïne, parce que il a survécu à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que d'autres grands artistes, parmi lesquels Rana Orloff, et qu'ainsi il a pu poursuivre son œuvre et nous donner des chefs-d'œuvre supplémentaires. Après la guerre de 40, n'est-ce pas? Et puis ensuite, après l'indépendance de l'État d'Israël, tout d'un coup, pour beaucoup de Juifs, la naissance d'Israël a été une sorte de prise de conscience. Et pour mon père, Israël était un moment absolument d'une importance capitale. Il a fait plusieurs voyages là-bas. Il a exposé. Il a été accueilli à bras ouverts, comme beaucoup d'artistes de l'école de Paris. Nous autres Juifs, nous n'avons pas de tradition picturale comme les Italiens, les Espagnols ou les Français. Nous devons donc assimiler, digérer avec notre intelligence. La nature israélienne m'a appris quelque chose sur la peinture, plus que tous les impressionnistes ensemble. La terre, telle une grande masse rouge, le ciel tour à tour gris-bleu ou jaune-chrome, sable ou encore fleurs avec les taches blanches des maisons. Ciel vert pur, ombre accentuée, brun foncé. Ne pas avoir peur de ces contrastes violents. Couleurs inattendues. De la croix et fade à côté. Tout cela est comme un rêve de couleurs. Il y a comme du nègre dans le jeune soleil brillant. Il m'a écrit à toutes les époques de sa vie, mais plutôt quand j'étais au Sahara. Là, il disait des choses tout à coup extraordinaires parce que je lui envoyais aussi des aquarelles. Reçu avec ton camarade les 17 aquarelles, parmi lesquelles 12 sont très bonnes, me plaisent beaucoup. Par contre, ton bœuf, parce qu'à l'époque, je faisais le bœuf écorché après Rembrandt et Soutine, n'en est pas un, pas assez de force. Un bœuf est plus grandiose dans un sujet comme cela. Il ne faut pas chercher le style, mais le caractère. C'est le caractère qui touche à la beauté. Voilà les belles leçons que je recevais à l'époque. L'art avec un grand A, ma petite sensation, comme disait Cézanne. De son vivant, l'artiste peut être loué ou critiqué, ça n'a pas grande importance. Il peut se défendre, soit avec ses points, soit avec son travail. Mais lorsqu'il est mort, nous avons tendance à exagérer la valeur de l'homme et de l'artiste. C'est une récompense pour le martyre moral et matériel qu'il a subi pendant toute sa vie. Je suis encore un peu étourdi, mais la prochaine fois, je ferai une lettre avec plus de style.